Un mot sur cette soirée qui est consacrée à Charles de Gaulle. Alors, à une partie de la vie de Charles de Gaulle, qui est probablement pas la plus connue, qui est à la fois la jeunesse de Charles de Gaulle et aussi les écrits de jeunesse et les écrits les moins connus du général de Gaulle. Pour cela, nous accueillons deux conférenciers qui sont tous les deux membres du bureau de la Société des Amis, Philippe Radal, son président, et François Broche, vice-président, que j'ai oublié de nommer comme membre évidemment du bureau. François Broche va commencer les hostilités en nous parlant de la jeunesse de Charles de Gaulle pour une vingtaine de minutes à peu près. Et puis Philippe Radal ensuite viendra nous présenter un travail sur lequel il s'est penché d'une manière très précise, c'est-à-dire les écrits méconnus, les écrits de jeunesse de Charles de Gaulle, qui a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage que je présente ici, qui est tout récemment sorti des presses, qui est d'ailleurs, pour ceux qui sont ici à votre disposition, moyennant la somme modique de 15 €, ouvrage illustré et plein de trésors. Voilà. À l'issue des interventions, vous pourrez dans la salle, mais aussi à distance, puisque vous nous regardez pour certains d'entre vous à travers Facebook d'une part et le logiciel Zoom d'autre part, vous pourrez poser des questions à nos deux intervenants. Et puis, nous pourrons ensuite éventuellement conclure la soirée par des dédicaces pour ceux qui souhaiteraient se faire dédicacer l'ouvrage de Philippe Radal. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Je donne immédiatement la parole à François Broche, que je présente quand même comme historien, journaliste également, grand spécialiste de la France libre et de la résistance, qui a travaillé aussi sur des sujets plus noirs, comme la collaboration. François est un soutien très important au sein de notre Société des Amis, et voilà, quelqu'un de formidablement à l'écoute et disponible. Voilà, mon cher François, c'est à vous. Merci infiniment de votre présence. Bravo. Vladimir dit que je vais commencer les hostilités. En réalité, c'est le général de Gaulle qui va les ouvrir. Comme en témoigne le dialogue suivant. « Maman, je voudrais monter à poney. »« Non, tu es monté hier, tu ne monteras pas aujourd'hui. »« Alors je vais être méchant. » Un échange aussi vif que banal, qui est de toutes les époques, puisque les jeunes enfants n'aiment pas être contrariés dans leurs désirs les plus immédiats. Cet échange-là n'est remarquable que parce que l'auteur de la menace se nomme Charles de Gaulle. Il a alors 7 ans. Il a pour cadre la maison d'un oncle de la famille à Vimereux, sur la côte d'Opale. Il est authentique, c'est la sœur aînée du futur général, Marie-Agnès Caillot, la plus proche de lui durant toutes les premières années, qui le rapporte dans ses souvenirs. Charles de Gaulle est né à Lille. Il n'y a pas vécu, sauf lorsqu'on se retrouvait en famille dans la belle demeure de ses grands-parents maternels, rue Princesse, une belle demeure bourgeoise, de la bourgeoisie moyenne du 19e siècle, qui d'ailleurs a été récemment restaurée et qui est devenue un musée magnifique. Il n'empêche qu'il se définira lui-même comme un petit Lillois de Paris et qu'il n'oubliera jamais sa maison natale. Un jour, à l'Élysée, le journaliste André Frossard demandait au général s'il y avait un endroit où il avait l'impression de se retrouver. Il fera cette réponse: oui, avec l'âge, ce sont les souvenirs d'enfance qui prédominent, et cet endroit est la rue Princesse à Lille où je suis né, mais je sais que je n'y retournerai jamais. Et pourtant, dans ce lieu où il a commencé sa vie, comme à Colombey, les 2 églises où il l'a terminé, il demeure à jamais présent. L'historien Pierre Pierrard a consacré une passionnante étude à l'influence de l'île et du Nord dans la vie de Charles de Gaulle. Il rappelle que ses racines représentent pour lui une éthique, un mode d'éducation, une manière de voir, et que l'on peut définir par ces 3 caractéristiques: austère, traditionnel, se méfiant de toute ostentation. Charles est l'enfant d'un couple qui les incarne au plus haut point et qu'il évoque cursivement dès les premières lignes des Mémoires de guerre. Mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante à l'égal de sa piété religieuse. Ce qui ne l'empêche pas d'être un enfant plutôt difficile, toujours au dire de Marie-Agnès Caillot. Petit garçon, confirme son premier biographe Philippe Barrès, de Gaulle était au témoignage même des amis de ses parents
parfaitement diable, horriblement diable. De tous les enfants de Gaulle, c'était certainement le plus turbulent. S'il redoutait l'autorité de son père, celle de sa mère ne l'impressionnait guère. Il est vrai, si l'on en croit Christine Clair, qui a consacré un livre à la famille de Gaulle, qu'elle était beaucoup trop occupée par la messe quotidienne et la tenue de la maison pour suivre de près l'éducation de ses enfants. Domaine à peu près exclusivement réservé au père. Les menaces de Charles étaient habituellement suivies d'effets. Il jetait ses jouets par terre, il criait, il pleurait, il tapait du pied, et comme déjà il faisait ce qu'il disait, une autre fois, il s'était vu privé de cadeaux lors d'une Saint-Nicolas, le 5 décembre. À la place du jouet qu'il avait demandé, il avait trouvé une lettre du grand saint, écrite en réalité par son père, lui expliquant qu'il ne l'avait pas mérité. Charles avait été le seul enfant à ne pas avoir de jouet, précise Marie-Agnès. Il en était mortifié et humilié. À 7-8 ans, c'est un petit garçon capricieux, souvent coléreux, batailleur. Ses premières victimes sont ses frères cadets et puis également son aîné, Pierre et Jacques, et aussi Xavier, de 3 ans son aîné. Marie-Agnès était la première à prendre parti contre lui lorsqu'elle estimait qu'il les persécutait. Henri, le père, veillait aussi, mais de loin, à ce que Charles n'opprimât pas les petits, comme il disait. Il allait jusqu'à lui donner 2 sous pour s'assurer qu'il serait bien sage avec eux. Mais Charles ne se laissait pas facilement corrompre. L'été, dans la maison louée par la grand-mère Maillot, près de Boulogne-sur-Mer, il voulait être le premier sur la balançoire le matin, et il le claironnait aux 4 coins pour que nul ne lui dispute cette prééminence. Malheur à qui prétendait lui ravir la place. Dans ses jeux d'enfant, il revendiquait toujours le rôle de roi de France. Plus tard, au collège de l'Immaculée Conception de la rue de Vaugirard, en mai 1902, à peine âgé de 11 ans et demi, il se verra attribuer le rôle de Philippe Auguste dans une petite comédie musicale écrite par le directeur, le père Auguste Thibault, intitulée Pages et ménestrels. Il portait enfin une vraie couronne et il arborait fièrement une grande croix de Malte sur la poitrine. Il voulait être le premier en toutes circonstances, et forcément cela ne lui faisait pas que des amis. Il s'en fichait bien, car il assurait qu'il avait son étoile. Il aimait tous les jeux, le diabolo, le ballon, le croquet, le cerf-volant, Colin Maillard, et aussi, on s'en doute, les soldats de plomb. On les achetait dans un magasin de la rue des Saint-Pères, appelé Au Plat d'Étain. Philippe Barrès note sa passion pour les foudroyants blitzkrieg qu'il déclenchait contre les troupes de ses frères. Xavier, promu roi d'Angleterre, tandis que Pierre était le pape, à la tête des gardes pontificaux, et Jacques, roi de l'île mystérieuse, sans doute une réminiscence du célèbre roman de Jules Verne. Quant au cousin Jean de Corbie, il était empereur de Russie. Tous étaient, on s'en doute, régulièrement battus par le roi de France. À l'école, il était loin d'être un enfant modèle, même s'il décrochait de temps à autre les meilleures notes en français et en histoire. L'une des matières qu'il travaillait le moins était l'allemand, et cela n'est pas pour surprendre ceux qui ont encore dans l'oreille les incantations aux sonorités inattendues adressées aux Allemands lors du voyage officiel outre-Rhin en septembre 62. En 60 ans, il faut bien admettre que l'élève de Gaulle n'avait guère amélioré son accent. Il ne brillait guère davantage en mathématiques, et cela désespérait son père, qui enseignait à la fois cette matière et la philosophie. Henri de Gaulle suivait de très près l'éducation et l'instruction de ses enfants. C'était un homme autoritaire, un pater familial de type classique, qui entendait que les règles et les bonnes manières soient respectées. L'amiral de Gaulle évoque dans ses souvenirs des privations de sortie, de dessert, de distraction. On reste à la maison, consigné dans sa chambre, ajoute-t-il, plus de séances théâtrales ou de promenades dans les jardins publics, notamment au Luxembourg. En même temps, Henri de Gaulle était un père bienveillant, très présent, très disponible et un remarquable pédagogue. Il lisait des histoires à ses enfants, alternant l'histoire sainte, les oraisons funèbres de Bossuet et les 2 chefs-d'œuvre de Rostand, l'Aiglon et Cyrano, dont Henri et Charles connaissaient des scènes par cœur. Il leur recommandait les romans de Jules Verne, de Paul Féval, Edmond About, notamment L'homme à l'oreille cassée,
qui avait sa préférence. Fenimore Cooper, le dernier des Mohicans, La Prairie. Il accompagnait ses enfants en promenade et en visite dans les lieux historiques à Paris, en priorité à l'Arc de Triomphe et aux Invalides. Henri de Gaulle avait acheté près de Nontron, un chef-lieu du Périgord vert, une vieille demeure pleine de charme, mais d'un total inconfort, baptisée la Ligerie. On y partait vers le milieu de juillet pour un bon mois, écrit Jean Lacouture. À la gare d'Austerlitz, on prenait le train de nuit, des secondes, on changeait au petit matin à Angoulême, achevant le trajet en carriole, et là, sous les grands arbres, dans les taillis, le roi Charles ne se contentait pas de faire manœuvrer ses frères, les petits paysans d'alentour, les petits-fils de Jacoul Croquant, formaient la piétaille idéale au grand dessein d'un stratège de 12 ans. Son cursus dans les divers établissements catholiques qu'il fréquente au tournant du siècle, l'école Saint-Thomas d'Aquin, tenue par les frères des écoles chrétiennes, puis le collège des Jésuites de l'Immaculée Conception, où il fait sa première communion le 16 mai 1901, feront de Charles un élève honnête, sans plus. Cela dit, il impressionnait par son sérieux ses petits camarades. L'un d'eux, le futur père Lepoutre, se souvenait qu'il avait un excellent shoot, mais qu'il prenait aussi souvent le sifflet. Le résultat qui s'en étonnerait est qu'il voulait être arbitre à la place de l'arbitre. Un autre condisciple, le futur peintre Roger Wilde, le décrit lors d'un jeu de balle dans la cour de récréation. La taille du grand Charles le désignait comme une cible d'exception, mais sans presser le pas, dédaigneux des balles, il passait sans les voir. On ne manquera pas une occasion de lui faire payer ce dédain qui passait pour une pose. Ces maîtres ont bien du mal à se faire une idée. L'un d'eux, qui le connaît bien, confie à un proche « Charles m'inquiète beaucoup, il est très intelligent, mais il n'a aucun bon sens. » Ainsi parle Henri de Gaulle, préfet des études au Collège de l'Immaculée Conception, où Charles est entré en octobre 1900. Un établissement fréquenté par les futurs maréchaux Delattre et Leclerc, ainsi que par Georges Bernanos. Il effectuera tout son cursus secondaire en section latin-grec jusqu'en juin 1907. Chez son père, l'admiration le dispute à l'inquiétude devant un adolescent si manifestement rebelle à toute influence extérieure. Il n'acceptait de leçons que de lui-même, note Jean Lacouture. Une sorte de volonté sourde, profonde, ordonnait sa croissance, apparemment désordonnée, poussait des angles dans ses traits encore malléables. Comme le confie Philippe de Gaulle à Michel Tauriac, les études ne l'intéressent que moyennement. On peut même dire qu'elles l'ennuient. Mais le fils, admiratif et indulgent, a son explication. En réalité, étant surdoué, il s'accommodait mal du travail routinier que l'on voulait lui imposer. Alors, il s'en acquittait au plus vite et il n'apprenait que ce qui l'intéressait vraiment. Il faut attendre le milieu de la 14e année, aux alentours de 1904-1905, alors qu'il entre en première, pour que l'on commence à entrevoir ce que sera son destin. À cette époque, en effet, Charles prend une grande résolution. Elle décidera de sa vie entière. Il va préparer le concours d'entrée à Saint-Cyr. Et du jour au lendemain, tout change. Il est devenu brusquement un autre garçon, se souvient Marie-Agnès, facile, raisonnable. Il a compris que s'il ne travaillait pas sérieusement, il ne pourrait pas un jour entrer à Saint-Cyr. Il est devenu un élève appliqué et à la maison, un garçon facile et raisonnable, un grand frère pour les petits. Sans aucun doute, la littérature a joué un rôle dans ce changement spectaculaire. Et d'abord, les grands écrivains du Nord. Et le petit Lillois de Paris place au tout premier rang Albert Samin, Émile Verhaeren et Maurice Maeterlinck. Mais aussi tous les grands textes que l'on regroupait alors sous l'appellation générique d'humanité, essentiellement les auteurs latins, censés donner aux jeunes gens une solide formation et une forte empreinte que l'on reconnaîtra facilement à la manière d'écrire, au style, à la mémoire des citations et des références. Et aussi, bien sûr, les auteurs du grand siècle, le XVIIe, et ceux du siècle des Lumières, le XVIIIe, auxquels il ajoutera deux grands écrivains modernes qui l'accompagneront toute sa vie, Péguy et Barrès. Le jeune de Gaulle, tout à ses livres, ignorait les exaltations éphémères
confirme le journaliste Gaston Bonheur. C'est dans le passé, et le plus que passé, qu'il avait appris à lire l'avenir. 1000 ans d'histoire l'assuraient que l'on aurait bientôt besoin des querelleurs aux frontières querellées. Et puisqu'une fois de plus, l'épée allait décider du sort de la France, De Gaulle aurait une épée, il serait officier. Dès l'âge de 14 ans, son sort est donc scellé. Il est évident, note Stanley Hoffmann, que le souci de ce jeune homme est déjà l'exercice de la puissance. Divers textes écrits entre 1905 et 1907, d'un genre très différent, en témoignent à l'évidence. Je laisse à Philippe Radal le soin de vous en parler. Le changement que Marie-Agnès Caillot date de 1905 se concrétise par le palmarès de la distribution des prix de juillet 1906. 6 premiers prix, parmi lesquels les premiers prix d'histoire, de composition française et aussi, aux surprises, de mathématiques. Durant l'année scolaire 1907-1908, à l'école du Sacré-Cœur d'Antoing en Belgique, il prépare la seconde partie du baccalauréat tout en suivant, à la demande expresse de son père, les cours de préparation à l'école centrale qui feront de lui un matheux accompli. Au cours de l'été 1907, il s'était porté volontaire pour être brancardier à Lourdes. C'est assez dur, mais pas tant qu'on pourrait croire, écrit-il sobrement dans une carte postale à sa mère le 31 août 1907. L'été suivant, c'est en Allemagne qu'il séjourne pour se perfectionner dans la langue. Selon son récent biographe, l'historien britannique Julian Jackson, il est moins fasciné par l'Allemagne qu'on ne le pense habituellement. Du moins, celui-là se fonde sur les lettres qu'il envoie à sa famille. Il paraît indifférent à ce qui l'entoure, assure Jackson. La campagne, l'architecture, le culte, une seule chose le fascine, la guerre, la précédente et la suivante. La précédente a eu lieu contre la Prusse. Il n'est pas douteux que la suivante aura lieu tôt ou tard contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Le 1er octobre 1908, il entre au collège Stanislas en classe préparatoire à Saint-Cyr. Il y sera noté comme un excellent élève, le meilleur de sa classe en histoire, mais perdant beaucoup de temps en causerie. Autrement dit, c'est un bavard qui a une nette propension à se mettre en scène dans une époque qu'il juge médiocre. Adolescent, ce qu'il advenait de la France m'intéressait par-dessus tout, écrit-il au début des Mémoires de guerre. Je ne doutais pas que la France dût traverser des épreuves gigantesques, que l'intérêt de la vie consistait à lui rendre un jour quelques services signalés et que j'en aurais l'occasion. Alors qu'il est en vacances à Wimereux, le 20 septembre 1909, il reçoit une dépêche de son père qui lui apprend qu'il est reçu à Saint-Cyr, dans un rang honorable, 119e sur 221. Dans sa promotion baptisée Fès, en souvenir de la grave crise qui a vu s'affronter la France et l'Allemagne à propos du Maroc, il côtoiera 2 futurs illustres généraux de la France combattante, Bétoir et Juin, qui sera le major de cette promotion. La loi du 21 mars 1905 obligeait les futurs Saint-Cyriens à passer 1 an dans un corps de troupes afin d'y gagner leur premier galon. Prudence de législateur, remarque André Frossard, il est bon que de futurs officiers sachent par expérience comment on reçoit en bas les ordres qu'ils sont appelés à donner en haut. Malheureusement, les affectations se faisaient à peu près au hasard, alors que la formation des futurs officiers aurait dû être confiée à des cadres d'élite. Le lieutenant de Gaulle est envoyé au 33e régiment d'infanterie à Arras, où rôdent les grandes ombres qui ont enchanté ces jeunes années, celles du Grand Condé, de Turenne et surtout de Cyrano de Bergerac. En outre, le drapeau du régiment s'orne de 3 noms prestigieux, 3 grandes batailles où le régiment s'est illustré, Austerlitz, Wagram, la Moskova. Pourtant, de Gaulle confiera plus tard avoir gardé un souvenir peu enthousiaste de ses instructeurs. Il est nommé caporal en avril 1910. Un interlocuteur qui lui faisait remarquer qu'on aurait pu faire un sergent d'un garçon aussi brillant, son commandant de compagnie, le capitaine de Tuny, aurait répondu « Que voulez-vous que je nomme sergent un garçon qui ne se sentirait à sa place que connétable ?» Le mot resservira. Promu néanmoins sergent en septembre, il entre enfin à Saint-Cyr le mois suivant. Les débuts sont pénibles, les bazars sont tondus, contraints des exercices épuisants. Charles ne s'en plaint pas, c'est le lieu commun. Les premières semaines sont un enfer pour tous, principalement en raison des bahutages qui dérapent souvent en brimades,
plus ou moins insupportable. Le colonel de Gaulle s'en souviendra lorsqu'il décrira vers l'armée de métier la dureté de la servitude et les dégoûts de la vie grégaire. Il renacle devant les avanies personnelles qu'il lui faut endurer. Très vite, sa haute taille lui a valu quelques sobriquets vexants, la grande asperge, double maître, le nommé la Gaule, le dindon. L'un de ses anciens, le lieutenant Jean Delattre de Tassigny, l'aurait, dit-on, publiquement traité de contrefait physiquement et moralement, et de digne en tout point d'appartenir à ce troupeau infect que nous avons mission de former. En somme, le premier anti-gaulliste proclamé était un futur compagnon de la Libération. Un autre jour, selon Jean Pouget, il aurait été traité de bourgeois, à quoi il se serait contenté de répondre par un haussement d'épaule en précisant qu'il était d'une famille pauvre et qu'il ne possédait rien en propre. C'est un bûcheur, mais il ne se soucie pas d'être populaire. Il se montre en effet souvent distant, ironique, très sûr de lui, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir des appréciations très élogieuses en quittant l'école le 1er septembre 1912. Conduite, tenue, éducation, esprit militaire, caractère, zèle, tout cela donne entière satisfaction à ses supérieurs. Fera un excellent officier, note le directeur des exercices d'infanterie. Ne peut manquer de faire un excellent officier, confirme le commandant de Saint-Cyr, le général Verrier. Au classement final de la promotion FAISE, le sous-lieutenant Charles de Gaulle se situe en 13e position sur 211. Très bon rang qui lui aurait permis de choisir une affectation flatteuse, les chasseurs, la Légion, l'armée d'Afrique. À la surprise générale, il préfère retrouver le 33e de ligne à Arras, dont on dit qu'en cas d'attaque allemande, il subirait le premier choc. À la fin d'octobre 1912, le jeune officier se présente à son chef de corps, un colonel de 56 ans, en fin de carrière, nommé Philippe Pétain. Ancien professeur à l'école de guerre, il jouit d'une excellente réputation dans l'armée. Il a fait la connaissance de Charles de Gaulle alors que le jeune homme préparait Saint-Cyr lors d'un dîner à Paris. Il avait revu le jour du triomphe et il lui avait alors lancé « Jeune homme, j'ai un regard sur vous ». Les notes attribuées par le colonel Pétain au sous-lieutenant de Gaulle établissent de manière irréfutable que le chef de corps n'avait rien à reprocher à son subordonné. Officier de réelle valeur, qui donne les plus belles espérances pour l'avenir, premier semestre de 1913, très intelligent, aime son métier avec passion, digne de tous les éloges, second semestre 1913. Raymond Tournoux, qui les cite, commente « Le vieux colonel s'y connaît en êtres humains, il élit dans son cœur le jeune sous-lieutenant. » Il aurait été pourtant tentant de faire du futur maréchal-chef de l'État français le premier anti-gaulliste notoire. Eh bien, ce n'est pas le cas, c'est même le contraire. Mon premier colonel me démontra ce que valent le don et l'art de commander, écrira plus tard de Gaulle, dans un de ses raccourcis qui laisse le lecteur sur sa faim. Je passerai rapidement sur les contes, entre guillemets, selon le mot de Jean Pouget, qui en rapporte un parmi d'autres, prétendant que le colonel et le lieutenant avaient en commun le goût des jolies femmes, pour ne pas dire plus. Aucun de ces contes n'est sérieusement référencé, tous reposent sur des témoignages demeurés anonymes, donc par principe sujet à caution. Dès le printemps 1913, Pétain quitte Arras pour Saumur. Ils ne se reverront qu'après la guerre. Tout alors sera différent, mais les sentiments qui se vouaient 12 ans plus tôt n'auront pas changé. Lorsque la guerre éclate, le lieutenant de Gaulle, il a été promu lieutenant le 1er octobre 1913, n'a pas 24 ans. Le désir de laver l'honneur de l'armée française perdue en 1871 étant très fort chez lui, comme chez tous ses camarades officiers du 33e RI, écrit Georges Fleury, l'un de ses biographes, Charles de Gaulle espérait depuis longtemps ce conflit. Baptême du feu, calvaire des tranchées, assauts, bombardements, blessures, captivité, comme des millions de jeunes Français, il connaît en 2 ans l'atroce réalité de la guerre. Combattant exemplaire et éprouvé, il est 3 fois blessé entre août 14 et mars 1916. Il est emporté comme un fétu dans l'ouragan qui est en train de bouleverser l'Europe, jusqu'à ce fatal jour de mars 1916, où, blessé à la cuisse devant Douaumont, il est porté disparu
est déclaré mort, il a 25 ans. Cette fois, l'adieu à la jeunesse est définitif. Merci infiniment, cher François, pour avoir en si peu de temps dit autant de choses et retracé si finement la jeunesse du général de Gaulle. C'est pas grave. Merci beaucoup. Les questions viendront après. Je vous propose de donner la parole maintenant à Philippe Radal, président de la Société des Amis du Musée, qui va nous parler des écrits du général de Gaulle, en particulier des écrits les moins connus. Merci. Merci, cher François. Mesdames et messieurs, chers amis, mon ambition pour cette intervention est de vous présenter des œuvres littéraires de Charles de Gaulle, peu connues, voire méconnues. Elles permettent de découvrir un personnage qui se construisit jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il va prendre une stature d'homme d'État, fonction à laquelle, il faut en convenir, il n'était ni préparé ni destiné. Ces écrits, toutefois, le singularisèrent en le présentant comme un théoricien de la chose militaire, mais aussi comme une personnalité qui lui valait parfois, comme l'a dit François, son surnom de connétable. Alors, pétri de culture et curieux de tout, Charles de Gaulle hérita d'une tradition littéraire familiale. Ses grands-parents, certes décédés avant sa naissance, lui avaient tous deux laissé une importante œuvre littéraire. Julien Philippe de Gaulle consacra la plus grande partie de sa vie à la rédaction d'une nouvelle histoire de Paris en 5 volumes, collaborant par ailleurs à de nombreux ouvrages et revues historiques. Sa grand-mère paternelle, Joséphine Maillot, eut une prolifique carrière d'écrivaine, s'essayant à tous les genres dans près de 200 ouvrages rédigés jusqu'à la fin de sa vie en 1886. Pour sa part, l'oncle du général, qui s'appelait Charles de Gaulle, fut un écrivain défenseur de la langue bretonne et celtique. Il est intéressant de rappeler que lors de son dernier discours public, en février 1969, le général de Gaulle rappela ses liens familiaux avec ce poète et qu'il récita même le 2e quatrain de son poème, je suis désolé, je n'ai pas l'accent breton, d'Averzet Braise, ce que tout le monde aura traduit en Au barde de Bretagne. Et son père, Henri, aura une grande influence littéraire sur Charles. Ce dernier l'a qualifié dans ses mémoires de guerre comme un homme de pensée, de culture et de tradition. Alors nous savons que dès 14 ans, Charles de Gaulle va rédiger un texte de fiction qui s'appelle Campagne d'Allemagne, d'une 15aine de pages. Il va y décrire une grande guerre franco-allemande se déroulant en 1930 et dans laquelle Charles de Gaulle se verra confier le commandement en chef des armées françaises pour aller libérer Nancy. L'ouvrage commence ainsi. En 1930, l'Europe, irritée du mauvais vouloir et des insolences du gouvernement, déclara la guerre à la France. 3 armées allemandes franchirent les Vosges. En France, l'organisation se fit très rapidement. Le général de Gaulle fut mis à la tête de 200 000 hommes et de 518 canons. Ce fait pourrait être banal pour un adolescent que passionnent les récits d'histoire militaire. Mais tout au long de sa vie, de Gaulle eut le sentiment qu'il allait rentrer dans l'histoire. Les rêves de l'enfant ne cessèrent d'habiter l'homme, comme en témoigne cette lettre du 20 juin 1929 du commandant de Gaulle au colonel Nachin, fidèle ami, je cite, « Dans quelques années, on s'accrochera à mes basques pour sauver la patrie. » À 15 ans, Charles de Gaulle va écrire une scénette en vers intitulée « Une mauvaise rencontre ». Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette scénette, juste vous dire qu'il joua cette pièce devant sa famille et qu'il fut édité. Car en effet, il a envoyé un exemplaire de son manuscrit au jury d'un concours littéraire et il a obtenu le premier prix, privilégiant l'édition de l'œuvre en 50 exemplaires. Et Michel Droit, d'ailleurs, s'intéressa à cette scénette qui, en 1980, fut montée à la télévision et interprétée par Jean Piat. Et en 1910, Charles de Gaulle va écrire Le secret du Spahis, la fille de Laga, sous le pseudonyme de Charles de Lugal. Cette nouvelle fut publiée dans le journal hebdomadaire Le Journal des Voyages le 6 février 1910.
journal se qualifiant des aventures de terre et de mer. Nous noterons qu'une illustration représentant cette nouvelle figurait sur la première page du magazine. Charles de Gaulle était alors, comme l'a dit François, simple fantassin au 33e régiment d'infanterie d'Arras, et il devait 1 an de service avant d'intégrer l'école, d'où il est sorti officier. Et cette période de caserne, de marche et de corvée lui pesa à tel point qu'il eut besoin de s'évader, si ce n'est physiquement, au moins intellectuellement. Il écrivit dans cette nouvelle, en résumé, Médéla, fille du désert, a séduit le lieutenant Meillan, qui traque dans le sud algérien un chef pillard, Laga, qui est le propre père de Médéla. J'espère que je n'ai perdu personne. L'officier se suicidera pour permettre à Médéla de s'enfuir. Mais Laga et sa tribu seront faits prisonniers par les camarades du lieutenant. On fit à Meillan des obsèques solennelles, comme à tout officier tué à l'ennemi, pour tenter de masquer la réalité. Mais un de ses camarades connaissait la vérité. Il avait fouillé les poches de Meillan pour envoyer à sa famille ce qu'il y trouverait. Et il y avait un de ces courts corsages bleus, comme on porte les filles arabes dans les tribus nomades du désert. Brève nouvelle, mais au rythme emporté, signé Charles de Lugal. Adresse comme indiqué au journal de voyage qu'il a publiera l'auteur venait juste d'avoir 19 ans. Nous savons que Charles de Gaulle vivra très douloureusement ses captivités de 1916, où il fut laissé pour mort à Douaumont, puis soigné et prisonnier des Allemands. Jusqu'en novembre 1918, ses tentatives d'évasion ayant toutes échoué. Ces 32 mois de captivité ont nui, du moins en fut-il convaincu, à sa carrière militaire. Et la meilleure solution était de faire campagne, ce qui devait lui permettre de se remettre techniquement à niveau, de se préparer au concours d'entrée de l'École supérieure de guerre et d'éviter une vie de caserne après une longue captivité. Charles de Gaulle porta son dévolu sur la Pologne, car il y avait une guerre entre la Pologne d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et dès le début de 1919, Charles de Gaulle va adresser une demande d'engagement de l'armée polonaise. Et Charles de Gaulle va obtenir satisfaction, étant détaché auprès de l'armée polonaise autonome, qui était composée de 70 000 hommes, dont environ 6 000 Français. Alors, précisément, la Pologne cherchait à acquérir son indépendance et nourrissait le rêve, déjà, d'une fédération regroupant l'Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie. Alors, en 1920, les Soviets vont attaquer. C'est intéressant à noter, sous les ordres d'un ancien camarade de captivité de Charles de Gaulle, qui était l'officier Tukhachevski, qui avait été libéré en 1917 par les Allemands quand les Russes s'étaient dégagés du combat. Et ce Tukhachevski est devenu général de l'armée rouge. C'est lui d'ailleurs qui va être nommé maréchal par Staline, qui va vraiment fonder l'armée rouge, et il va être fusillé en 1936 lors des purges. Alors, cet épisode en Pologne, on va l'appeler le miracle de la Vistule, parce qu'il verra in fine, contre toute attente, la victoire des Polonais. Et le 1er novembre 1920, dans la revue de Paris, va paraître un article anonyme, La bataille de la Vistule, de 17 pages, dénommé Carnet de campagne d'un officier français. Ce texte est attribué à Charles de Gaulle avec une certitude absolue. D'ailleurs, la Fondation Charles de Gaulle a reproduit intégralement le texte sur son site. Le style est à la fois journalistique et analytique, c'est-à-dire que l'auteur relate autant ce qu'il voit qu'il apprécie ce qu'il ressent. Et le futur chef de guerre transparaît ici, avec 2 traits qui vont dominer ses écrits, lorsqu'il abordera les valeurs fondamentales de l'armée. Je cite, « Enfin, le sentiment de l'offensive renaît dans les rangs de nos alliés, et avec lui l'autorité des chefs et la discipline des soldats. Et, de manière prémonitoire, dans ce qui le guidera 20 ans plus tard, je cite, « Depuis 6 semaines, les troupes battent en retraite sans interruption. » Il parle des Polonais et des Français. Les effectifs sont réduits à l'extrême. L'abattement écrase les cœurs et obscurcit les consciences. La fatigue et les privations pèsent sur les corps épuisés. Mais voici que de haut en bas, les âmes se redressent. Le commandement
frappé comme de stupeur, a repris possession de lui-même. L'ordre se remet dans les esprits et dans les rangs. La confiance revient dans le cœur du soldat et le chant dans sa gorge. Revenons alors quelques années en arrière. J'ai déjà signalé qu'à Verdun, en mars 1916, le capitaine de Gaulle fut sérieusement blessé et fait prisonnier à Douaumont. Interné à la forteresse d'Ingolstadt après de multiples tentatives d'évasion, il mit à profit cette inactivité forcée pour dévorer la presse allemande et analyser les différents centres de décision qui opéraient en Allemagne pendant la guerre. Au début des années 1920, de retour de Pologne, affecté au cabinet du maréchal Pétain, il fut son chef de corps, comme l'a rappelé François, il fit plusieurs conférences à l'École supérieure de guerre sur le déroulement de la Première Guerre mondiale. 5 de ces conférences furent reproduites dans son tout premier livre, édité en 1924 chez Berger-Levrault, La discorde chez l'ennemi. L'amiral Philippe de Gaulle raconte dans ses mémoires que ce livre fut tiré à environ 500 exemplaires, dont près de 200 encombraient les couloirs de Colombey les deux églises juste avant la Seconde Guerre mondiale. L'objet de cet ouvrage fut surtout d'analyser les différents centres de décision qui opérèrent en Allemagne durant le conflit et de mettre en exergue les conflits qui opposèrent les pouvoirs politiques et militaires. Par exemple, l'entrée en guerre des USA, résultant de la guerre sous-marine à outrance, fut anticipée et dénoncée par le chancelier Hollweg, tandis qu'Édimbourg et Ludendorff n'y voyaient que la destruction de navires de ravitaillement de la Grande-Bretagne. Ce qu'il faut retenir, la grande conclusion de cet ouvrage, c'est que selon l'auteur, la suprématie du pouvoir civil et politique doit toujours l'emporter sur le militaire, ne serait-ce que parce que la vision du premier est infiniment plus large. Ce livre trace au fond ce que sera la posture de Gaulle en 40 puis en 58, dont les institutions seront d'ailleurs la traduction de cette analyse. Comme l'a écrit fort justement Hervé Guémard, d'emblée, l'écrivain perce sous l'historien et le politique derrière le militaire. De Gaulle confortera d'ailleurs cette posture en 1961, lors du putsch des généraux, en contestant tout rôle et pouvoir politique aux militaires. Autre enseignement tiré de ce premier ouvrage, l'importance primordiale que portait Charles de Gaulle à ses écrits et à leur diffusion. Il couvrit de remerciements appuyés le tout premier journaliste, et sûrement le seul, à commettre un article sur ce livre, Rémy Roure, lui aussi camarade de captivité de Gaulle, éditorialiste au temps, futur résistant et déporté, compagnon de la Libération. Alors, de Gaulle appréciait d'autant le premier article commis sur lui par Rémy Roure que ce dernier qualifiait le militaire, je cite, d'écrivain de premier plan, d'un de nos plus remarquables théoriciens militaires, l'un des tacticiens et des officiers d'état-major sur lesquels l'armée peut placer les plus grands espoirs. On parle d'un capitaine. De novembre 29 à novembre 31, le chef de bataillon de Gaulle fut affecté à l'état-major des troupes du Levant à Beyrouth. Il n'avait aucune expérience de l'Orient, si ce ne sont les lectures des grands classiques français, comme par exemple Chateaubriand à travers l'itinéraire de Paris à Jérusalem. De Gaulle se pencha sur la sécurité du territoire, assuré par les troupes du Levant, constituées de 28 000 hommes. Et il continua de prononcer des conférences devant les cercles des officiers de Beyrouth. Il était très conscient des liens entretenus entre la France et le Levant, et il rédigea, avec le chef de bataillon Yvon, un ouvrage totalement méconnu, paru en 1931 dans le cadre de l'exposition coloniale internationale de Paris, dénommée « Histoire des troupes du Levant ». Il rappela dans son avant-propos que la France, qui a reçu la garde des pays du Levant, était particulièrement qualifiée pour cette tâche à cause de son rôle historique dans ces pays, s'appuyant aussi sur la légitimité de la France en Syrie et au Liban depuis les croisades, les royaumes latins d'Orient, etc. On le sait, De Gaulle rédigea de nombreux articles tirés de ses conférences ou de ses réflexions, dont il fera 3 ouvrages. Voilà une des publications qu'il a fait à travers de nombreuses revues.
Donc, 3 ouvrages, Le fil de l'épée en 1932, Vers l'armée de métier en 1934 et La France et son armée en 1938. L'éditeur fut Berger-Levrault pour les 2 premiers, Plon pour le 3e, qui le restera d'ailleurs pour les écrits ultérieurs, dont les célèbres Mémoires de guerre. Autre fait plus marquant, et qu'on fait couler beaucoup d'encre, les dédicaces. Celle du fil de l'épée, publiée en 1932, au maréchal Pétain. Cet essai, monsieur le maréchal, ne saurait être dédié qu'à vous, car rien ne montre mieux que votre gloire quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée. Cet ouvrage, qui connut peu de succès lors de sa publication, exposait pourtant des idées d'un très haut niveau de réflexion sur les fondamentaux de l'armée. Celle-ci est invitée pour se rénover, à sortir des raideurs hiérarchiques et des vieilles habitudes. Il est indispensable de retrouver le génie militaire, de renouer avec un idéal, de se rassembler derrière l'homme de caractère qui, poussé par une lame de fond, saura le conduire dans l'action. La préface de Vers l'armée de métier était pour sa part ainsi rédigée. À l'armée française, pour servir à sa foi, à sa force et à sa gloire. Ce 3e livre de Charles de Gaulle, exprimant des théories militaires peu conformistes, ne suscita qu'un bref succès de curiosité. Ceci étant, le séquencement de la réflexion est intéressant, puisque partant du constat que l'Allemagne se réarme, alors que la France, elle, conserve des doctrines militaires obsolètes. L'auteur appelle alors à la formation d'un corps de blindés dont le degré de technicité requiert qu'il soit servi par des soldats professionnels. C'est ici qu'apparaît la notion d'armée de métier. Au-delà de cette proposition, ce livre constituait une critique de la politique défensive de l'état-major fondée sur la ligne Maginot. Alors, c'est la dédicace de La France et son armée, publiée en 1938, qui va rentrer dans l'histoire. À monsieur le maréchal Pétain, qui a voulu que ce livre fût écrit, qui dirigea de ses conseils la rédaction des 5 premiers chapitres, et grâce à qui les 2 derniers sont l'histoire de notre victoire. Alors, l'histoire de ce livre fut singulière, puisqu'il s'agissait en fait d'une commande du maréchal Pétain. À la fin des années 20, le maréchal Pétain souhaitait publier sous sa signature un volume de référence sur le soldat à travers les âges, afin d'asseoir la légitimité de sa candidature à l'Académie française. Et le maréchal souhaita que le manuscrit du commandant de Gaulle, manuscrit inachevé, après que de Gaulle ait quitté son cabinet, fut remanié, à la fois pour en atténuer le style jugé un brin grandiloquent, et surtout pour diluer le sentiment de propriété intellectuelle qui dominait chez de Gaulle. Alors de Gaulle va protester avec vigueur, tout d'abord auprès du nouvel officier rédacteur qu'il avait remplacé. Et de Gaulle va lui écrire « Un livre, c'est un homme. Ce tome, jusqu'à présent, c'était moi. Si quelqu'un d'autre, fût-ce Montesquieu, s'en mêle, alors de 2 choses l'une. Ou bien il fera un autre livre, ou bien il démolira le mien, qui n'aura plus de caractère et par conséquent de valeur. Si le maréchal tient à ce que vous fassiez un autre livre, je n'ai aucune objection à présenter. Je reprendrai purement et simplement mon livre. Imaginons le déséquilibre dans le rapport de force entre le jeune officier et un maréchal de France. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette lettre adressée par de Gaulle au maréchal Pétain. Monsieur le maréchal, quand vous m'avez fait en 1925 le grand honneur de me demander d'être votre collaborateur pour le soldat, vous avez bien voulu me dire qu'il s'agissait d'une collaboration personnelle, que le travail resterait entre nous deux et que vous sauriez reconnaître publiquement la part que j'y aurais prise. C'est dans ces conditions que j'ai accepté de l'entreprendre. J'ai d'ailleurs dans votre très haut jugement une confiance trop absolue pour imaginer que vous teniez un tel ouvrage pour un travail d'état-major. C'est pourquoi je vous demande, monsieur le maréchal, avec une respectueuse insistance, de ne soumettre à aucune autre plume ce que je n'ai remis qu'à vous. Et si je consens de grand cœur de vous voir signer seul l'ouvrage, je ne puis renoncer à ce que j'ai mis moi-même. D'ailleurs, y renoncerai-je
que l'avenir se chargerait fatalement de remettre les choses en place. Si le monde entier sait ce que vaut dans l'action et dans la réflexion le maréchal Pétain, 1000 renseignés connaissent sa répugnance à écrire. Il faut imaginer un commandant qui écrit un maréchal de France. C'est d'une rare arrogance. Alors, quand la France et son armée va sortir, 10 ans donc après le début de la réaction, Charles de Gaulle va rester un auteur très confidentiel et le maréchal va se faire un plaisir de rabaisser son ancien protégé, le traitant publiquement d'ambitieux et d'homme dépourvu d'éducation. Et il va demander à de Gaulle de supprimer la dédicace qu'elle a. Donc, les nouvelles éditions, il n'y aura plus cette dédicace. Il faut dire que cette querelle en paternité littéraire en cachait une autre, qui concernait la vision militaire la plus à même de protéger le pays face à la montée des périls. Pour de Gaulle, Pétain, ce visionnaire d'hier, qui pesait encore de tout son poids sur le système de défense de la France, restait aveugle à la révolution du moteur cuirassé. Alors, autant les premiers livres de Charles de Gaulle n'eurent qu'un succès très limité, quelques centaines imprimés. Bon, la France et son armée furent mieux accueillis par le public et par la presse. 7700 exemplaires furent imprimés, dont il ne resta que 1600 invendus. Alors, l'auteur, dans un cercle de moraux élitistes, était quand même devenu un remueur d'idées. Et je l'ai dit tout à l'heure, et donc ça continue, Charles de Gaulle est très attaché aux critiques que l'on peut faire sur ses écrits, n'acceptant bien sûr que les critiques favorables. Et donc, Rémy Roure, déjà cité, avait consacré un article dans Le Temps au fil de l'épée. Et Charles de Gaulle va lui répondre, « Cher ami, comment faites-vous pour trouver dans la façon dont vous parlez d'un ouvrage justement les idées et les mots qui répondent le mieux à ce que l'autre a voulu penser et dire ?» C'est à cause de cela que je vous remercie du fond du cœur de l'article si bien tourné et si émouvant que vous avez consacré dans Le Temps à mon modeste bouquin. Et sur l'article toujours de Rémy Roure sur la France et son armée, je cite, « Mon cher ami, votre article du Temps sur mon bouquin était excellent, direct, vivant. Il m'a fait un immense plaisir que j'ai savouré et dont je vous remercie du fond du cœur. » Alors c'est le même Lucien Achard qui va lui aussi commettre un article tout à fait favorable sur la France et son armée, qui va publier un livre totalement méconnu aussi, qui s'appelle « 3 études de Charles de Gaulle », avec 3 textes publiés dans les revues de l'entre-deux-guerres. Alors, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il figure un mémorandum adressé par le colonel de Gaulle le 26 janvier 1940, je dis bien le colonel de Gaulle, le 26 janvier 1940, à l'intention de 80 personnalités, civiles et militaires, dont le président du Conseil, Édouard Daladier, Paul Reynaud, le chef d'état-major Gamelin ou encore le général Weygand. Donc, un colonel se permet d'écrire à l'élite du pays, avec comme thème l'avènement de la force mécanique, réaffirmant ses thèses développées depuis 1934. En fait, de Gaulle remettait ouvertement en cause la stratégie du haut commandement, réaffirmant l'importance d'une stratégie offensive fondée sur l'usage intensif des blindés, aux antipodes de l'attitude défensive de l'armée française durant la drôle de guerre. Alors, j'ai un regret, ce texte, vous vous rappelez, François, est passé avant le public, sur le mémorandum, on n'a pas pu l'avoir. Voilà. Alors, dans le fond, ce document ne modifia pas la ligne de conduite des chefs militaires et politiques, mais confirma le jugement que portait Paul Reynaud sur cet officier. Et d'ailleurs, quand Paul Reynaud va devenir président du Conseil en mars 1940, il va demander à Charles de Gaulle de rédiger son discours de politique générale sur la partie concernant la guerre. Et il ne faut pas s'étonner que début juin 40, le 5 juin précisément, Paul Reynaud demande à Charles de Gaulle de devenir sous-secrétaire d'État à la guerre, le début d'une épopée à lire dans les mémoires de guerre. Alors, pour conclure sur les publications peu connues du général de Gaulle, et donc en omettant les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir, je rappelle et je précise qu'il faut citer la publication chez Plon des discours et messages en 5 volumes et des lettres, notes et carnets publiés par l'amiral Philippe de Gaulle en 13 tomes. Alors, pour conclure, faisons note ces affirmations de François Mauriac dans son bloc-notes 1958, je cite, « Comme César,
Comme Napoléon, le général de Gaulle a le style de son destin, un style accordé à l'histoire. Le général de Gaulle en voilà un qui est sûr de son éternité. Les événements le portent, mais plus encore le récit qu'il en fait. Certes, le classicisme ici ne s'enrichit d'aucun apport. C'est le grand ton de Bossuet, mais on ne saurait être moins guindé, ni plus brûlant, ni souvent plus corrosif. Je vous remercie. Cher Philippe, merci infiniment de cet exposé où je pense que la plupart d'entre nous ont appris énormément de choses sur un sujet qui n'est pas rebattu du tout et franchement peu connu. Je vous propose que nous passions au temps des questions, si vous en avez. Dans ce cas-là, je vous demande de lever la main, un peu comme à l'école, et d'attendre que j'arrive pour pouvoir bien vous exprimer dans le micro, parce que comme nous sommes suivis à distance, si vous parlez en dehors du micro, personne n'entendra rien. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser à François ou à Philippe des questions sur leurs interventions? Monsieur, j'arrive. Patience, j'arrive jusqu'à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Voilà. Oui, une question à François Broche. Vous avez évoqué d'une manière d'ailleurs vraiment passionnante l'enfance de Charles de Gaulle, ses études, son parcours scolaire et puis sa vocation en classe de première, mais vous n'avez, me semble-t-il, pas du tout évoqué son rapport au christianisme. Or, il était élevé dans un milieu très catholique, un milieu du Nord bourgeois catholique, qui fut d'ailleurs le mien aussi, d'ailleurs un peu plus tard, et c'est quand même un milieu qui marque beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire de l'influence que cette éducation catholique a pu avoir sur le jeune Charles de Gaulle et comment il a ressenti finalement cette éducation et son rapport au fond au catholicisme? François, je vous donne le micro parce que vous n'avez plus de micro. Donc. Sur le socialisme. Catholicisme. L'importance du catholicisme dans l'éducation de Charles de Gaulle, on n'entend pas forcément très bien ici. J'ai dit qu'il était né dans un milieu catholique, chrétien, très austère, conservateur. En plus, dans une région où le sérieux, les traditions sont vivaces. Et c'est une éducation catholique qu'il a reçue, qui l'a marqué profondément. Je ne vois pas ce qu'il y a à ajouter en particulier. Cela dit, De Gaulle, chef du gouvernement et chef de l'État, avait conscience d'être chef d'une république laïque. Il n'a jamais été très démonstratif dans la manifestation de sa foi catholique. Merci François. Autre question à Philippe ou à François? Est-ce que nous avons des questions qui viennent d'Internet, Pauline? Pas de questions en régie? Bon, s'il n'y a plus de questions, je souhaite d'abord qu'on... Tu permettez, Ah bah oui. Allez-y. En vous précisant deux choses. Vous savez que la SAMO, la Société des Amis du Musée, a publié depuis 2 ans un ouvrage sur les timbres de l'Ordre de la Libération, puis un ouvrage sur les croix et attributs de l'Ordre de la Libération, puis une brochure sur Bir Hakeim. Et donc, nous allons mettre, ça c'est la maquette, donc 1943, l'année décisive, à travers les collections et musées, et les collections des musées de l'Ordre de la Libération. Donc, préciser que lors de notre Assemblée générale, on présentera ce document qui sera adressé gratuitement à tous les membres de l'association à jour de leur cotisation. Et par ailleurs, vous précisez, pour conclure, que donc, j'ai rédigé un modeste ouvrage. Alors là, il est dans la version, j'allais dire, raccourcie, enfin pas raccourcie, mais physiquement étroite. Il y a une présentation plus grande, qui reprend beaucoup plus de documents que ce que j'ai présenté là. C'est au prix de 15 €, les droits d'auteur, 4 € étant reversés à la SAMOL. Je me tiens à vos dispositions pour éventuellement les dédicacer si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on va passer à cette séance, mais du coup, on va se quitter avec les gens qui nous regardent à distance. Je tiens simplement à dire 2 choses. D'abord, que la prochaine soirée culturelle du musée aura lieu également un mercredi comme ce soir, ce qui est exceptionnel, puisqu'en général, c'est le jeudi, mais ce sera le mercredi 8 février.
Et cette soirée aura pour thème la médaille de la résistance française, puisque nous allons, en 2023, célébrer le 80e anniversaire de la création de cette médaille de la résistance par le général de Gaulle. Il a donc créé le 9 février 1943 à Londres. Et si la soirée a lieu le mercredi 8, c'est parce que nous serons au ravivage de la flamme de la médaille de la résistance française le 9 novembre à 18h30. Je tiens... Février. Oui, novembre, c'est autre chose. Le 9 février, merci Philippe. Et puis, je tiens donc à vous remercier, vous qui êtes présents, et à remercier aussi pour la technique Sébastien Rocher qui s'occupe des images et du son, et Pauline Fabry qui a brillamment passé vos images, mon cher Philippe, et géré la régie avec le monde entier à travers Internet. Voilà, donc on va couper la diffusion extérieure et puis on reste entre nous. Merci infiniment. Bonne soirée à tous.